L'Europe a besoin de projets, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de croissance. Economic growth means strength and vitality. Wachstum erlaubt es, solide Finanzen zu schaffen. La croissance qui nous manque, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher non à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes. Each of us must be an engine of growth. La croissance, c'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire. We need to invest in what will promote hiring and economic growth now. On attend, on annonce encore d'ailleurs, pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, un retour à la croissance. Qui met du temps, hein. Qui met du temps, voilà. Ça désespère un peu les gens. Mayor crecimiento económico. For growth and jobs. La crescita. La crescita. Wachstum. Croissance. The end of growth has already come. La croissance est bel et bien terminée. We will not see Nous ne connaîtrons plus nulle part, et surtout pas en Occident, le niveau de croissance en prospérité ou en production alimentaire que nous avons eu, par exemple, dans les années 1980-1990. Cette époque est révolue. La croissance ne reviendra pas, principalement pour une raison qui a été formulée de façon humoristique par un grand économiste américain, Kenneth Boulding, de la façon suivante: celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Prenons un exemple un peu particulier. Que se passerait-il si un petit hamster ne cessait de croître? Un hamster double son poids toutes les semaines jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines. S'il ne s'arrêtait pas et continuait de doubler à intervalles réguliers, eh bien à l'âge de 1 an, il pèserait 9 milliards de tonnes et pourrait ingurgiter la production mondiale annuelle de maïs en une seule journée. La croissance est de plus en plus difficile, surtout dans les économies occidentales, en raison de la convergence de 3 facteurs. Le premier, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Le deuxième, c'est les coûts croissants des impacts du processus industriel, principalement le changement climatique. Le troisième, c'est notre dépendance extrême à la dette qui sert à stimuler la croissance depuis plusieurs décennies. Je suis fermement convaincu que si l'on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'on se demande « Peut-on imaginer un meilleur système financier ? Peut-on imaginer un meilleur système énergétique ou un meilleur système alimentaire ? Peut-on imaginer un meilleur système de transport ?» Partout autour de nous, il y a des exemples vivants et pratiques qui montrent qu'on peut faire beaucoup mieux. Notre défi, c'est de les rassembler, de les mettre sous le nez des politiques en leur disant « Qu'est-ce que vous attendez ? Toutes les solutions sont là. » J'ai étudié les sciences politiques. J'ai étudié le français. J'ai étudié les sciences politiques et la géographie. J'ai étudié l'économie. J'ai travaillé dans le droit financier. Je conseillais de grands fonds de placement privés. En Amérique du Nord, on les appelle les career shifters, les mutants professionnels. Tous ont fait de longues études et exercé un métier plutôt bien payé avant de se reconvertir de manière radicale. C'est le cas de Ran, qui travaillait à la bourse de New York, et de Phil, qui était architecte. En 2011, ils ont créé Fresh City Farms, une coopérative d'agriculture urbaine qui produit des légumes bio dans la banlieue de Toronto. Avec ses 25 membres, Fresh City Farms incarne un vaste mouvement planétaire qui a compris qu'il était urgent de changer de paradigme économique ici et maintenant. L'agriculture urbaine est l'un des mouvements les plus importants de notre temps. Comme nous le savons, nous n'avons qu'une seule planète. Nous n'en avons pas trouvé d'autre. Le but, c'est de vivre de telle manière que les futures générations puissent aussi vivre pleinement.
Les menaces sont réelles, mais nous avons les solutions. Nous n'avons pas besoin d'une technologie magique, ni d'inventer quelque chose de nouveau. C'est seulement un problème humain, ce n'est pas un problème technologique. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de gaz carbonique, moins de pesticides, plus d'argent pour l'économie locale. L'agriculture bien faite est vraiment emblématique de ce que devrait être une économie bien faite. La croissance que nous avons connue au XXe siècle est terminée. Ce niveau de croissance fut unique et sans précédent dans l'histoire du monde. Bien sûr, il y eut quelques périodes d'expansion économique, mais rien de semblable à ce que nous avons vu au cours du siècle dernier. C'était dû au fait que nous avions beaucoup d'énergie bon marché. Or, l'ère des énergies bon marché est révolue. Les gens ont compris tout cela, ils en saisissent les implications et ils agissent dans leur propre vie avec des initiatives très sensées. Nous ne pouvons plus continuer à dépendre de fraises qui viennent de Californie au milieu de l'hiver à cause du pétrole. La production industrielle d'aliments consomme beaucoup d'énergie. Ces ressources risquent de disparaître. Il est important de diversifier les cultures. Notre système alimentaire actuel dépend majoritairement des énergies fossiles, que ce soit le pétrole pour les tracteurs, ou la fabrication de pesticides et d'herbicides, ou le gaz pour les engrais azotés. Pour chaque calorie alimentaire produite par le système agricole conventionnel, il faut utiliser 7 calories d'énergie fossile. Dans l'agglomération de Toronto, qui compte 6 millions d'habitants, 60% des fruits et légumes consommés sont importés des États-Unis ou du Mexique. En moyenne, chaque aliment parcourt 4000 km avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. L'autonomie alimentaire de la ville est estimée à seulement 3 jours. Une étude publiée par l'Université de Toronto montre que l'agriculture urbaine pourrait couvrir jusqu'à 30% des besoins de la ville en fruits, légumes et volailles. Le Conseil de Toronto pour la politique alimentaire demande un soutien supplémentaire de la ville pour l'agriculture urbaine qui permet de remplir plusieurs objectifs municipaux clés, comme le renforcement des liens de voisinage, le développement économique, la durabilité environnementale et un système alimentaire centré sur la santé. En 1991, la municipalité a créé le Toronto Food Policy Council pour développer un plan de stratégie alimentaire où l'agriculture urbaine joue un rôle clé. Aujourd'hui, la ville compte 4500 jardins potagers privés et 120 jardins communautaires installés dans des parcs municipaux. Une politique volontariste qui fait de Toronto l'une des capitales nord-américaines du mouvement pour une alimentation durable. Si tous nos aliments proviennent des 4 coins du monde et qu'une toute petite quantité est produite localement, alors nous sommes dépendants de toute une chaîne d'acteurs extérieurs, ce qui est extrêmement risqué. C'est pourquoi il existe aujourd'hui un mouvement global et massif d'agriculteurs urbains qui ont compris tout cela, qui l'ont internalisé et qui ont lancé un peu partout des expériences pour rénover ce système qui, tôt ou tard, va s'effondrer. Il y a eu beaucoup de débats pendant la dernière décennie sur la question du pic pétrolier, à savoir si le niveau de production mondiale du pétrole allait atteindre son maximum et commencer à décliner. Tout le monde sait que cela arrivera car le pétrole est une ressource limitée. Certains pensent que nous avons déjà passé ce pic, d'autres qu'il aura lieu au cours des prochaines années. Ce qui compte, c'est le moment où le niveau de production de pétrole divergera avec celui de la demande. C'est là qu'il y aura un choc. Cela devrait constituer un puissant appel à la mobilisation pour revoir complètement nos modes de vie et la manière dont nous conduisons notre économie, et pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles qui a été encouragée. Toute la production de Fresh City Farms est vendue en circuit court, soit sur les marchés ou sous forme de paniers, livrés à des associations de consommateurs, à des points relais ou à domicile à vélo.
Chaque semaine, la coopérative prépare plus de 500 paniers. Le prix de ces produits est inférieur de 20% à celui pratiqué dans les supermarchés. Nous n'avons aucune perte. Nous connaissons le nombre de paniers le lundi et savons exactement combien nous devons récolter. Nous pouvons optimiser nos livraisons et c'est important pour les coûts, mais aussi pour l'énergie. Nos circuits de distribution sont très efficaces du point de vue du pétrole. Nous travaillons avec une équipe d'agriculteurs et de professionnels qui nous aident à mesurer notre impact environnemental en termes d'émissions de dioxyde de carbone ou de biodiversité, mais aussi notre impact éducatif dans la communauté. Tout cela est ancré dans ce que nous faisons. L'agriculture urbaine représente un type de production post-croissance. L'idée, c'est qu'on doit moins dépendre du marché traditionnel pour se nourrir. Derrière, il y a la question récurrente des failles de notre modèle économique qui n'intègrent pas ce que nous appelons les externalités, c'est-à-dire ces coûts que personne ne paie aujourd'hui. Les agriculteurs urbains internalisent ces coûts. Par exemple, ils réduisent la pollution, ils produisent des aliments sains et d'une haute qualité. Ils se battent pour définir un nouveau concept de performance dans un modèle économique qui ne reconnaît pas les valeurs qu'ils mettent en œuvre. Est-ce que vos anciens collègues de la Bourse de New York savent que vous emballez et cultivez des aliments à Toronto? Oui, et ils pensent que c'est fou. J'ai travaillé avec les plus grands fonds de pension de New York, qui brassaient des milliards de dollars. C'est un grand changement. J'espère que nous sommes dans une période de transition. C'est de plus en plus courant dans ma génération. La crise financière a choqué beaucoup de gens en les sortant de leur léthargie. Ils ont réalisé que l'argent ne se mange pas. Il ne te rend pas plus heureux quand tu rentres à la maison. Ran et sa femme Mélanie se sont rencontrés pendant leurs études de droit. Aujourd'hui, elle travaille comme juriste dans une organisation humanitaire et elle soutient totalement son mari, même s'il gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Le couple a revu à la baisse son niveau de consommation et dénonce l'obsession du toujours plus qui menace l'avenir de la planète et de leur petite fille. Nous sommes en face d'énormes problèmes. Le futur n'est pas clair. Du point de vue environnemental et social, nous ne savons pas si la Terre pourra continuer à supporter notre manière de vivre et si nous serons capables de changer nos modes de vie à temps. Je pense que les gens pourraient être plus heureux s'ils consommaient beaucoup moins et beaucoup mieux. Je ne dis pas que les consommateurs et que la décision de mieux consommer peuvent à eux seuls changer le monde. Je le vois plutôt comme un moyen de changer la politique. Bien sûr, manger bio et local est important d'un point de vue personnel, mais pour créer un changement systémique, il faut que les politiques soient là. Cela ferait une énorme différence si ces milliers d'initiatives qui fleurissent au niveau des communautés locales étaient encouragées par des actions au niveau national et international. Alors, grâce à un cadre différent, nous pourrions multiplier et diversifier toutes ces petites initiatives et commencer à voir le changement à la vitesse et à l'échelle nécessaire. Bienvenue. Merci d'être venu cet après-midi dans le parc maraîcher Molino Blanco. Nous sommes convaincus que l'économie solidaire encourage le lien direct entre le consommateur et le producteur et que cela soutient la souveraineté alimentaire. Nous sommes accompagnés de Ida, la présidente de l'association civile du réseau des maraîchers et maraîchères de la ville de Rosario.
Nous, les familles maraîchères de la ville, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, mais de semences saines. Ici, avec 4 hectares, 20 familles et 20 jeunes intégrés dans le jardin, nous sommes heureux. Nous mangeons sainement et nous vivons de notre travail. Merci d'être venu. J'aimerais que mes camarades me rejoignent parce que je me sens un peu mal à l'aise. Ana, Teresa, Nelly, Pinto, vengan los huerteros. Avec son million d'habitants, Rosario est considérée comme l'une des capitales mondiales de l'agriculture urbaine. Distinguée par un prix des Nations Unies, la ville compte aujourd'hui plus de 300 maraîchers professionnels installés sur 22 hectares de terrains municipaux. Une centaine de jeunes sont actuellement en formation. Ce programme exceptionnel a été conçu au début des années 2000, au moment de la grande crise économique qui avait plongé des millions d'Argentins dans le chômage et la pauvreté. À sa tête, Antonio Latuca, un ingénieur agronome passionné d'agroécologie. C'est lui qui a convaincu la municipalité de soutenir l'agriculture urbaine comme un moyen de lutte contre l'exclusion sociale. Le programme d'agriculture urbaine est né de la crise de 2001. Nous avons eu alors des conditions exceptionnelles que nous n'avions jamais espérées, même en rêve. Ce fut un moment d'explosion. C'est pourquoi nous disons que les crises constituent des opportunités pour que les structures qui sont généralement rigides bougent, pour que des brèches s'ouvrent, permettant de donner des impulsions nouvelles à des causes dont la société a besoin. Au moment de la crise, Rosario comptait 30% de chômeurs, comme Ida et son mari Damian, qui ont connu la misère et le désespoir avant de devenir des piliers du programme d'agriculture urbaine. Fais voir la photo où ils t'ont expulsé. C'était quelle date? La voilà. Protester ailleurs. Oui, c'est là qu'ils m'ont arrêté. Ils ne voulaient pas qu'on voie que c'était la crise. Elle était piquetera et Ida Pinto est devenue une chef d'entreprise qui travaille avec toute sa famille. L'année 2000 a été très difficile, terrible à cause de la crise. Nous manquions de tout. Les gens sortaient de leur communauté pour dévaliser les supermarchés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des délinquants, mais parce qu'ils avaient faim. Nous avons formé des groupes de familles qu'on a appelés piqueteros, parce que nous brûlions des pneus pour barrer les rues et les routes. C'est le besoin qui nous a conduits à la violence et à faire toutes sortes de choses. Et finalement, ce fut un mal nécessaire, car c'est grâce à ça que nous avons rencontré le programme d'agriculture urbaine avec Antonio et toute son équipe. Ils nous ont choisis et ont dit à notre groupe de piqueteros, « Les gars, ça suffit de mettre le feu, vous pouvez vous en sortir. » Ils sont venus avec l'idée que nous produisions des légumes bio. Nous ne savions même pas ce qu'était le bio. Nous les écoutions par respect, mais dès qu'ils avaient tourné les talons, nous disions « Ils sont complètement fous ». Et aujourd'hui, en 2013, on peut dire que ce qu'avait dit Antonio en 2001 s'est réalisé. En 2001, Ida et Damian vivaient dans un bidonville qui fut ensuite transformé en décharge publique. Petit à petit, ils ont défriché, nettoyé le sol contaminé et cultivé. Aujourd'hui, Molino Blanco fait partie des 10 parcs jardins développés par la municipalité de Rosario. Une vingtaine de familles y travaillent à temps plein ou partiel. Ida et Damian exploitent une parcelle avec leurs 3 enfants aînés qui sont aussi devenus maraîchers.
Tout ce que vous voyez ici, c'est nous, les familles qui l'avons fait, comme les arbres. C'est super de se lever le matin pendant l'été, un verre de maté à la main, et d'entendre chanter les oiseaux en pleine ville. Si seulement cela pouvait se reproduire partout dans le monde. Parce que c'est sain, très écologique, nous n'utilisons pas de poison et nous ne faisons de mal à personne. Tout est naturel. Je pense qu'ici, c'est la base d'une alternative pour changer le monde. C'est ce que je ressens comme maraîchère, comme mère, comme femme du monde global. Toute la production des jardins est prise en charge par la municipalité. C'est elle qui fournit les camionnettes pour acheminer les légumes vers les 7 marchés hebdomadaires et les stands. La démarche d'économie sociale et solidaire se double d'une volonté affirmée de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre les effets du réchauffement climatique. Depuis une vingtaine d'années, Rosario, comme Toronto, est victime de violentes inondations qui causent d'importants dégâts humains et matériels. En multipliant les espaces cultivés dans la ville, l'agriculture urbaine permet d'absorber les surplus d'eau. Rosario constitue aujourd'hui une référence latino-américaine pour le développement soutenable. Les villes doivent décider ce qu'elles veulent être et Rosario a décidé qu'elle voulait être une ville soutenable, solidaire, avec une économie sociale très forte et responsable par rapport au changement climatique. Si nous ne disons pas à la société que ce qu'elle fait quotidiennement affectera l'avenir des générations futures, de nos enfants et petits-enfants, si nous ne mettons pas en œuvre des politiques qui génèrent certes des débats, mais qui permettent de changer le paradigme social, nous ne pourrons pas nous mobiliser. Si nous ne faisons rien contre le réchauffement climatique, l'économie mondiale va être définitivement et dramatiquement altérée. Elle ne va pas s'effondrer complètement parce que certaines parties du monde, notamment les pays riches, seront capables de survivre, mais de très nombreux pays dans les parties les plus pauvres du monde vont s'effondrer. Selon les travaux les plus sérieux qui existent, selon ceux du GIEC, il faudrait que les pays riches réduisent de 4% par an d'ici 2050 leurs émissions de gaz à effet de serre pour qu'on reste à l'intérieur d'une élévation de la température à la surface du globe de 2 degrés. Si en plus on ajoute à cet impératif vital celui de la croissance, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur d'émissions au moment où il faut freiner très fort. Car la croissance est dans tous les cas un accélérateur de pression écologique. Pour moi, le principal problème, c'est que nous ne voulons pas penser à long terme. Il nous faut une vision à long terme pour pouvoir privilégier les mesures à long terme plutôt qu'à court terme. Le programme d'agriculture urbaine de Rosario est résolument tourné vers le futur. Il compte 25 salariés qui fournissent les semences et une assistance technique à tous les maraîchers de la ville. Comme à Toronto, tous ont compris que le changement de paradigme économique était l'affaire de tous et qu'il passait par le contrôle de la production alimentaire. La semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et la semence représente un symbole de transformation très fort, parce que c'est d'une semence que naît une plante nouvelle. Et le symbole d'une plante nouvelle, c'est aussi le symbole d'une société qui s'approche. Nous sommes convaincus que nous faisons un travail très important. Et nous espérons que nous pourrons changer la société. Nous essayons de former un compost social pour pouvoir avancer et construire une société plus juste et plus résiliente. Résiliente, ça veut dire quoi? C'est une société qui est prête à affronter, par exemple, le réchauffement climatique, la violence et tout ce qui nous attend. Nous prétendons humblement nous préparer à tout cela partout où nous vivons. Nous sommes déjà en marche et nous continuerons.
Il nous manque un point de croissance pour résoudre nos problèmes. Il nous manque un point de croissance pour que l'avenir redevienne une promesse. That economic growth is the solution, not the problem. La croissance économique dépend de ressources matérielles. Les ressources matérielles sur une planète finie sont limitées. La fête devra donc bientôt s'arrêter, comme finira par s'arrêter l'abondance matérielle. Si on considère que le monde et que l'économie ne représentent qu'un sous-système d'un système écologique plus large, il est évident que le sous-système ne peut pas croître au-delà des limites du système total. Prenez la population du bétail, des maisons, des voitures, des bateaux. Tout cela constitue un poids sur l'environnement. Tout cela nécessite l'apport de ressources naturelles, mais aussi la capacité d'absorption des déchets matériels générés dans l'environnement. Il semble donc clair que la croissance devra s'arrêter à un moment. La chose la plus importante pour moi, c'est de commencer à construire le changement, ainsi que les institutions d'une société post-croissance. Voici le Danemark. Et comme vous le voyez, Samsø est juste au centre du Danemark. Voici l'Europe, avec les nouveaux États membres, et vous voyez, Samsø est aussi juste au centre de l'Europe. Vous ne le saviez probablement pas, mais c'est sûr. Et voici la Terre, et... Toute blague mise à part, je pense qu'il est important de comprendre que votre responsabilité concerne le lieu où vous vivez. En 1997, nous avons gagné le concours pour être l'île danoise de l'énergie. Nous nous sommes engagés à renoncer aux énergies fossiles et à nous convertir à 100% aux énergies renouvelables. Nous avons réussi. C'est une bonne chose que nous ayons prouvé qu'il est possible de faire ce changement. Donc quel est le problème ? Il est très difficile de prédire le futur, mais c'est sûr, le prix du pétrole et des énergies fossiles va augmenter, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir partager les mêmes ressources. Voici le mode de vie des Américains ou du monde occidental. Ça, c'est une grosse voiture, et ça, une grande maison, et tous nos voyages et toute la viande que nous mangeons, tout ce qui fait que nous sommes de gros et lourds consommateurs. La question, c'est comment ramener l'âne sur le sol. C'est l'un des exercices que vous allez faire ici. Cherchez comment nous pouvons changer de manière à avoir une économie plus autosuffisante. Parce que ce système demande toujours plus de pétrole. Si chaque personne sur la Terre atteignait le même standard matériel que les Européens, il nous faudrait 3 planètes. Si chaque personne atteignait le même standard que les Américains, il nous faudrait 4 planètes. La surexploitation écologique existe déjà depuis plusieurs décennies. En fait, le phénomène de la croissance économique est très récent. Cela ne fait que 150 à 200 ans que nous avons une période soutenue de croissance, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre la fin des années 1960 et 1970, nous avons atteint pour la première fois l'état de surexploitation. C'est-à-dire que la demande totale des humains a dépassé la capacité durable de la Terre à fournir nos besoins et à assimiler les déchets générés par notre consommation. Vous connaissez la phrase « penser global et agir local ». Eh bien, je pense qu'il faut la changer pour penser et agir local. Nous avons besoin de plus de héros locaux. On a toujours eu besoin de héros locaux, de personnes qui prennent la responsabilité de rassembler les gens, d'organiser les structures et d'être l'inspiration du changement. Comme à Toronto et Rosario, les 4000 habitants de la petite île de Samsø ont leurs héros locaux. Le premier s'appelle Jørgen, un agriculteur qui exploite 200 hectares et élève une centaine de génisses. La seconde s'appelle Merete, une experte comptable qui travaille dans un foyer d'accueil pour jeunes en difficulté. Merete et Jørgen furent les piliers de la transition qui a conduit à l'autosuffisance énergétique de Samsø. Aujourd'hui, l'île exporte même de l'électricité vers le continent
et ses habitants émettent 13 fois moins de gaz à effet de serre que la moyenne danoise. La recette ? Un mixte d'énergie renouvelable, dont Jørgen est devenu le champion. Tous les toits de sa ferme sont couverts de panneaux solaires reliés au réseau national d'électricité. Un compteur à double sens mesure en permanence son niveau de production et de consommation. De plus, Jørgen a emprunté 1 200 000 € pour acheter une éolienne d'une capacité d'1 mégawatt. Grâce à un prix du kilowatt préférentiel, fixé par les pouvoirs publics, il a pu rembourser son emprunt en 6 ans. Et aujourd'hui, il ne cache pas que ce fut une bonne affaire. Elle produit 2,5 millions de kilowatts par an et nous touchons 5 centimes d'euros par kilowatt. Ça fait 115 000 € par an. Les frais fixes sont d'environ 40 à 50 000 €. L'éolienne vous rapporte plus que les vaches. Oui. Grâce aux incitations financières promues par le gouvernement, Jørgen et sa femme Lisbeth ont fait construire une maison à basse consommation énergétique. Panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation maximale, le couple est devenu un spécialiste des économies d'énergie et du réchauffement climatique. Avec l'élévation annoncée du niveau de la mer, une partie de Samsø pourrait être engloutie par les eaux. À une époque, on disait que le problème était pour dans 2 ou 3 générations, mais on y est déjà. Nous avons des petits-enfants. Je suis inquiète pour leurs enfants. En 5 ans, nous sommes devenus neutres du point de vue des émissions de CO2. Nous avons créé de l'emploi et gagné de l'argent, et ça continue. Il faut agir, et pas juste bavarder. C'est la clé. Agir et pas bavarder. Il faut le courage de le faire. Oui. Il est vraiment très important que nous agissions de manière proactive plutôt que réactive. Il est impératif que nous ayons une économie post-croissance et post-carbone. Mais elle ne viendra pas toute seule. Elle est certes inévitable, mais le plus tôt nous commencerons à la préparer et plus grandes seront nos chances de réussite. Le fait que les communautés locales puissent investir dans des projets énergétiques permet aux gens d'être connectés aux enjeux et d'être rassurés quant à l'avenir de l'énergie. Cela fournit aussi des revenus financiers au niveau local. Cette idée de relocaliser l'énergie et l'alimentation constitue le fondement de la société post-croissance. Le succès de Samsø se résume en 2 principes clés. Propriété locale et collective des énergies renouvelables. Toutes les éoliennes installées sur terre ou en mer appartiennent à des structures publiques, comme la municipalité, de petits groupes d'actionnaires locaux ou à des coopératives. Jørgen préside l'association des propriétaires des 10 éoliennes offshore. La plus grande coopérative compte 330 membres, comme Inge, qui a investi 6 500 € récupérés au bout de 9 ans. Les coopérateurs sont originaires de Samsø, mais aussi du continent. La principale motivation pour entrer dans le projet, c'est le souci de l'environnement. Par leur investissement, les membres souhaitent réduire activement les émissions de CO2 du Danemark. Et dans le même temps, ils n'ont rien contre le fait de faire une bonne affaire grâce à l'argent investi dans le projet. Nous devons nous attaquer aux problèmes localement, car on s'est aperçu qu'il est extrêmement difficile de changer la production énergétique d'en haut. L'important, c'est que nous l'avons fait nous-mêmes. Ce ne sont pas de grosses compagnies qui sont venues construire les éoliennes, mais nous-mêmes. En tant que petit groupe, nous n'avons pas hésité à sauter le pas en disant que c'était faisable. La mutualisation de la propriété caractérise aussi les 4 systèmes de chauffage urbain de Samsø qui utilisent tous des énergies renouvelables. Meurete préside une coopérative de 286 membres qui a mis en place une chaudière collective fournissant chauffage et eau chaude. La centrale brûle 1600 tonnes de paille par an, livrée par 6 agriculteurs, dont l'incontournable Jørgen. Tous les membres ont considérablement réduit leur empreinte écologique, mais aussi leur facture énergétique, divisée par 2,
car la coopérative est bien sûr à but non lucratif. Le fait que nous ayons créé cette centrale sur un mode coopératif a suscité un grand intérêt, non seulement au Danemark, mais dans le monde entier. Parce qu'il n'est pas très courant qu'on gère une centrale de chauffage sans recherche de profit. Le fait d'être membre d'une coopérative fait que vous êtes plus conscient de l'énergie? Oui. Oui. On est plus sensible à la question énergétique, car on est copropriétaire de l'installation. La démocratie énergétique, c'est le mot d'ordre de l'Académie de l'énergie de Samsø, qui a ouvert ses portes en 2007. Aujourd'hui, l'Académie reçoit de nombreuses délégations internationales qui veulent s'inspirer du modèle collectif qui a fait le succès de la transition énergétique. Pour Søren Hermansen, son directeur, le changement de paradigme économique passe par une revalorisation de ce que l'on appelait autrefois les communs. Ces espaces et biens collectifs dont tout le monde pouvait jouir gratuitement jusqu'à leur privatisation au XVIIe siècle. L'énergie dans sa forme originale est un bien commun. L'énergie n'appartient à personne car elle vient de la nature. Autrefois, les communs avaient une grande valeur dans la société car chacun avait besoin d'y avoir accès, sinon c'était difficile de survivre. Avant les actes d'enclosure et avant l'appropriation des bienfaits de la nature par des intérêts privés, chaque communauté avait des communs, dont chacun avait le droit de bénéficier. Par exemple, chacun pouvait couper du bois dans les espaces boisés. Chacun pouvait ramasser les noisettes et les fruits qui poussaient, ou faire paître les moutons sur les pâturages communautaires. Nous devons redéfinir ce que sont les communs, ou définir de nouveaux communs. Par exemple, l'atmosphère, qui n'était pas considérée autrefois comme un commun, est devenue un commun. Nous avons maltraité l'atmosphère en laissant n'importe qui y déverser des polluants. Nous avons besoin d'un processus qui permette de gérer les communs à une échelle globale. La notion de commun est un concept fondamental de la nouvelle économie. Bienvenue à Katmandou, l'une des villes les plus polluées du monde. En 30 ans, sa population a été multipliée par 7 pour atteindre 1 500 000 habitants. La plupart sont des familles paysannes qui ont fui la misère des campagnes. La capitale népalaise est aujourd'hui rongée par un développement chaotique, à l'image de la rivière sacrée Bakmati, devenue un infâme dépotoir. Ici, tout est difficile. Le logement, l'alimentation et l'électricité coupées une dizaine d'heures par jour. Pourtant, malgré une instabilité politique chronique, le gouvernement mène un programme de développement des énergies renouvelables exemplaire. Confié à l'Agence de promotion des énergies alternatives, l'AEPC, celui-ci est mené tambour battant par une équipe de jeunes cadres formés en Allemagne qui ont aussi compris qu'il fallait de toute urgence changer de paradigme économique. Nous venons d'inaugurer officiellement le séminaire international. Il est temps de promouvoir activement l'innovation dans le secteur énergétique. La micro-hydroélectricité représente l'une des alternatives énergétiques la plus réussie du Népal. J'invite au podium le docteur Govin Raj Pokharel, le directeur exécutif de l'AEPC. Quand on observe les données des émissions de gaz à effet de serre, on voit que nous ne sommes pas les pollueurs. Si on compare les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et d'autres pays avec le Népal, on voit que nous sommes loin derrière. Nos émissions de gaz à effet de serre par tête d'habitant sont quasi insignifiantes. En revanche, si on observe la vulnérabilité par rapport au changement climatique, le Népal est au 4e rang mondial. À cause du réchauffement climatique, les glaciers et la neige fondent.
Le Népal souffre de plus en plus de pluies très violentes et cette année, nous avons connu des effets désastreux. Il y a un dicton qui dit « Si tu voyages dans le mauvais train, il est préférable de descendre dès que tu peux ». Nous sommes sur une trajectoire très sombre et notre responsabilité, c'est de sauver la planète. Nous ne pouvons pas acheter une autre planète. Impliquons les communautés dès maintenant en leur transmettant le message qu'il faut promouvoir les énergies renouvelables et que c'est la bonne solution pour chacun d'entre nous, pour nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, 25% du budget du Népal servent à importer du pétrole. Dans ce pays niché au cœur de l'Himalaya, l'électricité provient essentiellement des centrales hydroélectriques qui alimentent les villes. Difficile de la transporter au fin fond des montagnes où vivent 80% de la population. Pourtant, le Népal est en passe de réussir son pari. Apporter la lumière dans tout le territoire avec 100% d'énergie renouvelable et un développement zéro carbone irriguant toute l'économie locale. Après 2 jours de voiture, voici le district de Kandebas, situé à 350 km de Katmandou. Ces 4000 habitants ont de quoi être fiers. Ils sont totalement indépendants du point de vue énergétique grâce à un mixte de micro-hydroélectricité et de biogaz. Et bien sûr, Kandebas a son héros local. Dil, professeur d'anglais, qui a étudié et travaillé à Katmandou avant de revenir dans son village natal pour participer au développement de sa communauté. Why renewable energy is very good for environment? वातावरणलाई प्रदूषण गर्दैन यो नवीकरणीय ऊर्जा एक ठाउँमा उत्पादन गरिसकेपछि टाढासम्म पुर्याउन सकिन्छ. So because of this electricity, what changes you have noticed in your life? What changes? We are watched TV. For we are watch computer. Yeah. Rice cooker. Rice cooker. Mobile charge. Mobile phones. Okay, you charge mobile phones. All right. Thank you, Monsieur. Jusqu'en 2009, les habitants de Kandebas n'avaient pas l'électricité. Ils ont sollicité l'aide de l'AEPC pour construire une centrale de micro-hydroélectricité baptisée Dharam Kola, du nom de la rivière qui traverse le village. Le projet a été entièrement conçu par la communauté en collaboration avec une ONG locale. Le gouvernement a fourni 30% des fonds nécessaires à la construction. Pour être raccordé au réseau, chaque famille devait fournir 2 mois de travail en nature et une contribution financière de 8000 roupies. Le reste du financement provenait d'un emprunt collectif. Les propriétaires de la centrale de Dharam Kola, c'est toute la communauté. Tout le monde a travaillé pour ça. Construit le canal, le bâtiment, porté les matériaux, les poteaux. Toute la responsabilité de la maintenance est prise en charge par la communauté. Ainsi, le projet est plus durable. Ce projet a permis de créer de l'emploi, d'augmenter les revenus des familles. Il a aussi apporté de l'autonomie économique à toute la communauté. Quel est le rôle du gouvernement ? Le gouvernement est celui qui met en musique. Son rôle est de créer l'environnement pour que les usagers, le secteur privé, la société civile, tous les acteurs puissent trouver ensemble la meilleure solution. Sans la participation de tous et la propriété collective des projets, le développement ne sera pas durable. D'un point de vue social, les gens acquièrent le pouvoir d'organiser leur propre développement. Juridiquement, la centrale de micro-hydroélectricité appartient au comité des usagers qui compte plus de 300 familles.
Lors de l'Assemblée générale de 2013, Deal, le secrétaire du conseil d'administration, a annoncé une bonne nouvelle, la fin du remboursement du prêt collectif contracté 4 ans plus tôt. Toutes nos dépenses et recettes mensuelles sont inscrites dans ce document. À chaque dépense indiquée correspond une facture. Vous pouvez vérifier à tout moment les factures et tout autre point. C'est votre droit. D'après le rapport d'aujourd'hui, nous sommes clairement en bénéfice. Que faire de ce bénéfice? Où l'investir? Nous allons en discuter. Nous utiliserons les bénéfices générés pour le développement de notre communauté. Nous pourrions dépenser les bénéfices dans l'éducation, la santé et les transports. Si nous utilisons cette ressource selon nos besoins, ça nous permettra de ne plus être dépendants de l'extérieur. Les innovations comme l'agriculture urbaine, l'énergie communautaire, les nouvelles formes de consommation qui font partie de la nouvelle économie ne sont pas seulement économiques. Ce sont aussi des initiatives qui donnent de l'autonomie aux communautés. Elles permettent aussi de rendre les communautés plus résilientes face aux chocs qui viennent de l'extérieur. La résilience, c'est la capacité de supporter l'interruption d'un flux crucial, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, dessinez un cercle imaginaire, mettez votre famille au centre et réfléchissez à tout ce qui doit entrer et sortir pour assurer le bonheur de votre famille. L'argent, les déchets, la nourriture, l'énergie. Vous pouvez faire cet exercice mental pour votre famille, votre communauté, votre usine, votre école, votre pays, et à tous les niveaux, vous pouvez prendre des mesures utiles. Pour moi, l'un des concepts clés de la transition, c'est cette idée de résilience communautaire comme moteur du développement. Que ce soit en termes d'alimentation, en ayant un système alimentaire plus résilient, d'énergie, avec un système plus résilient, ou d'une économie locale qui soit vraiment orientée vers la résilience. Tout cela représente des opportunités pour créer des entreprises et permet de développer la nouvelle économie qui progressivement remplacera l'ancienne. Le développement des énergies renouvelables a généré 30 000 emplois directs dans tout le Népal. En 2013, 15% de l'électricité consommée provenait de microturbines similaires à celles de Dharamcola. De même, grâce au soutien de l'AEPC, 300 000 panneaux solaires ont été installés. Enfin, 300 000 méthaniseurs individuels ont été construits dans les fermes, comme ici chez Pabitra, une paysanne de Candébas. Le biodigesteur est alimenté avec le fumier des buffles et des végétaux. Le méthane produit dans une fosse souterraine est utilisé pour la cuisine, tandis que les déchets de la méthanisation servent d'engrais biologiques. Chaque biodigesteur épargne l'émission de 2,5 tonnes de gaz à effet de serre par an. Résultat, 1 million de foyers népalais consomment aujourd'hui une énergie propre et renouvelable. Ce bilan exceptionnel a été largement commenté lors de la conférence de Katmandou, où l'Allemand Olaf Hohmeier a annoncé une très bonne nouvelle. Nous avons analysé 8 scénarios différents, en commençant par l'Allemagne toute seule, puis tous les pays européens, plus l'Afrique du Nord. Le potentiel énergétique que nous avons estimé pour l'ensemble de la zone est 20 fois supérieur à nos besoins en 2050. La ligne rouge en bas représente nos besoins en énergie. La ligne verte en haut, le potentiel total d'énergie renouvelable sur lequel nous pouvons compter. Un approvisionnement en électricité 100% renouvelable est possible en 2050. Et si nous voulons aller vite, nous pouvons y arriver dès 2030. Mais, car il y a un mais, d'un point de vue mondial, nous aurons besoin d'un transfert de technologie et d'argent vers les pays en voie de développement afin que chacun puisse rejoindre ce processus qui est absolument nécessaire.
C'est dans l'intérêt des pays développés de faire en sorte que les pays en voie de développement ne passent pas par le même modèle de développement qui fut historiquement le nôtre. L'Allemagne, par exemple, est devenue riche grâce au charbon de la Ruhr. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de répéter ce scénario 5 fois. Nous devons aider les pays en voie de développement à sauter directement toutes ces étapes. Si nous n'assumons pas notre responsabilité, alors nous ruinons l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Car nous laisserons une planète inhabitable à cause du réchauffement climatique. Nous sommes vraiment à un moment charnière de notre histoire. C'est absolument sans précédent. Cela représente une grande opportunité, mais aussi un grand danger. Notre défi, c'est de protéger ce qu'il y a de meilleur en nous, de croire en ce qu'il y a de meilleur en nous et de créer les conditions qui permettent une amélioration plutôt que l'effondrement. È indubbio che una crescita duratura sia condizione essenziale per ridurre la disoccupazione. Solide Finanzen sind auch die Voraussetzung für Wachstum. L'un des principaux obstacles à la transition vers une société post-croissance, c'est le système financier actuel. Notre système financier a connu une croissance beaucoup plus rapide que tous les autres secteurs au cours des dernières années, plus rapide que l'agriculture ou que l'industrie. Cela signifie que le système financier a un pouvoir politique énorme. Ce sont les grandes banques qui résistent au changement et s'opposent aux réformes. Je pense que nous devons reconstruire tout le système de bas en haut, c'est-à-dire communauté par communauté. C'est pourquoi les monnaies communautaires et les systèmes d'échange alternatifs font partie du processus de décentralisation en redonnant du pouvoir aux communautés. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la cérémonie de remise du prix Objectif du développement du millénaire de l'ONU 2013 de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux à l'Institut Palmas. Je voudrais remercier en premier lieu les habitants courageux du Conjunto Palmeiras, cette communauté valeureuse du Ceará, dans le nord-est brésilien, qui a créé cette technologie sociale, aujourd'hui diffusée dans le monde entier. Face au marché financier, qui est dominé par une majorité d'hommes, comme l'Assemblée d'aujourd'hui, je voudrais dédier ce prix à la Banque Palmas, dont 70% des salariés et 95% des clients sont des femmes. Elles sont au quotidien à la base de la pyramide qui est en train de construire et de reconstruire l'économie de ce pays. En ce jour de novembre 2013, Joaquim Melo savoure sa victoire. En 1998, cet ancien séminariste a créé la première banque communautaire du Brésil. En 2002, il récidive en lançant le Palmas, la première monnaie locale du pays. À chaque fois, il a subi les foudres de ceux qui l'honorent aujourd'hui. Les agents de la Banque centrale l'ont poursuivi pour émission de fausses monnaies. L'arrivée au pouvoir du président Lula a changé la donne. En 2013, le Brésil comptait 103 banques communautaires et autant de monnaies locales qui s'inspirent toutes du Palmas. La monnaie Palmas est une grande arme et un grand outil contre la pauvreté, parce qu'elle génère de la richesse à partir du local, à partir du plus pauvre.
C'est la monnaie de la vie. Il existe deux monnaies. La monnaie de la mort, celle qui génère de la compétition, des conflits, de l'accumulation, et la monnaie de la vie qui nous sert à acheter, échanger, se mettre en relation, vivre mieux. Celle-ci est la monnaie de la vie. L'autre, c'est celle de la mort, celle de la Banque centrale. L'histoire du Palmas commence ici, sur les plages de Fortaleza, une ville de 2 500 000 habitants, considérée comme l'une des plus inégalitaires du monde. En 1973, la municipalité expulse plusieurs centaines de familles de pêcheurs pour construire des hôtels de luxe destinés aux touristes brésiliens ou d'ailleurs. Les victimes de la spéculation immobilière sont larguées en rase campagne à une vingtaine de kilomètres de Fortaleza. Dans cet endroit inhospitalier, il n'y a rien que des arbustes rachitiques et des palmiers. Petit à petit, les expulsés construisent un bidonville qu'ils baptisent Conjunto Palmeiras. Ils fondent une association et s'organisent pour améliorer leurs conditions de vie. Joaquim Melo s'installe dans le quartier en 1984. Son évêque lui a demandé d'assister 2 prêtres italiens, adeptes de la théologie de la libération. Il a 22 ans et désormais il sera de tous les combats. Tout ce que vous voyez ici, le goudron, les maisons, les immeubles, tout a été construit par les habitants du quartier grâce aux mobilisations de la communauté. En 2 mots, comment est venue l'idée de la banque? Quand nous avons urbanisé ce quartier, quand nous avons construit les égouts, apporté l'eau et l'électricité, les habitants continuaient d'être très pauvres économiquement. Ils ont commencé à vendre leurs baraques et à partir vers d'autres banlieues plus éloignées. C'est là que nous avons eu l'idée de créer la banque communautaire Palmas, avec la philosophie de produire et de consommer au sein de la communauté. C'est pour ça que la banque travaille avec 2 monnaies, le Real et le Palmas, qui est notre monnaie locale. Aujourd'hui, la banque Palmas emploie une trentaine de salariés qui ont tous grandi dans le Conjunto Palmeiras. Sa caractéristique, c'est qu'elle appartient à la communauté et que sa gestion est collective. Tout habitant du quartier peut y ouvrir un compte sans aucune condition de ressources. Un vrai privilège dans un pays où 40% des citoyens n'ont pas accès aux services bancaires pour cause de pauvreté. De même, en vertu d'un accord passé avec le gouvernement, chacun peut y payer ses factures d'électricité ou toucher sa retraite en réal, la monnaie nationale. Mais l'originalité de la banque Palmas, c'est qu'elle émet sa propre monnaie, le Palmas, qui équivaut à 1 réal. Pour s'en procurer, les habitants peuvent changer des réals en Palmas ou contracter un microcrédit en monnaie locale. L'avantage, c'est que chaque paiement effectué avec des Palmas donne droit à une ristourne automatique de 5%. Le territoire de circulation de la monnaie locale, que Joaquim préfère appeler monnaie sociale, est strictement limité au Conjunto Palmeiras et c'est précisément ce qui fait sa force. Si je vous donne un billet de 10 réals, vous allez les prendre, monter dans un bus et partir au centre-ville. Ce billet est parti du quartier et il n'a rien généré. Mais si je vous donne un billet de 10 palmas, c'est sûr que vous allez acheter dans le quartier. La personne chez qui vous allez acheter va acheter chez une autre, et ainsi de suite. En moyenne, chaque palmas qui sort de la banque fait 5 tours, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour 5 achats et qu'il génère 5 richesses jusqu'à ce qu'il soit de nouveau échangé. Avec le palmas, on ne peut rien faire d'autre que d'acheter ou de vendre. C'est cet acte d'achat et de vente qui génère du travail, de la richesse et un vrai développement.
En 1997, nous avons réalisé la première cartographie de la production et de la consommation dans le Conjunto Palmeiras. À l'époque, à peine 20% des habitants faisaient leurs achats dans le quartier. 80% achetaient à l'extérieur. C'est pour ça que nous étions pauvres. 15 ans plus tard, 93% des gens font leurs achats dans le quartier et seulement 7% à l'extérieur. La courbe s'est complètement inversée grâce au travail que nous avons fait avec la monnaie sociale, la Banque Palmas et toute la communauté qui s'est organisée pour stimuler cette culture de la consommation locale. En 15 ans, le Conjunto Palmeiras a complètement changé de visage. Plus de 240 entreprises ont vu le jour, principalement des artisans et des commerçants qui couvrent les besoins fondamentaux des 30 000 habitants du quartier. Près de 2000 emplois ont été créés. Une révolution silencieuse qui a bouleversé la vie d'Otaciana et de sa famille. Dernière d'une fratrie de 11 enfants, Otaciana avait 16 ans quand Joachim lui a proposé de suivre un stage d'initiation à l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, elle est cadre à la Banque Palmas. Ses parents faisaient partie des expulsés de 1973 et ils n'ont pas oublié les souffrances du passé. Il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de malnutrition à l'époque. Oui, il faut que je te dise qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à cause des pénuries, de l'absence d'égout. Il n'y avait rien à manger, pas d'égout. Tout manquait. Quand j'avais un peu d'argent, j'allais faire des courses à l'extérieur du quartier. J'achetais des œufs dans de petits commerces. Tout était cher et difficile. Aujourd'hui, on a tout à proximité et on peut consommer au sein de la communauté. C'est bon pour l'activité économique. C'est sûr que je n'ai pas du tout envie de quitter le Conjunto Palmeiras pour aller ailleurs. Je veux vivre ici autant que je peux. Otaciana et le Conjunto Palmeiras, c'est la même chose parce que je suis la communauté et la communauté, c'est moi. Si j'arrêtais de vivre au Palmeiras, je serais une autre personne. À la Banque Palmas, Otaciana dirige le service des microcrédits, ouvert à tout habitant du Conjunto Palmeiras. Les crédits à la production sont accordés en réal pour permettre l'achat de fournitures ou d'équipements à l'extérieur du quartier. Le taux d'intérêt est compris entre 1,5 et 3%. En revanche, les crédits à la consommation sont accordés en palmas et leur taux d'intérêt est nul. Dans ce dispositif de microfinance solidaire, les citoyens sont considérés comme des prosommateurs, des acteurs économiques qui sont à la fois des producteurs et des consommateurs, œuvrant pour un développement territorial durable. L'économie solidaire, cette nouvelle forme d'économie, place l'être humain au-dessus de tout. Nous savons qu'il est important de produire et de consommer pour que nous puissions subvenir à nos besoins. Il est important de consommer parce que chacun a besoin d'un bon vêtement et de bonnes chaussures. Mais nous pouvons le faire sans exploiter, sans maltraiter, sans agresser l'environnement et les autres. Je pense que le futur de l'humanité, ce sont des expériences locales comme celle-là, avec un pouvoir local et une organisation locale où les personnes définissent la taille de la croissance qu'elles souhaitent et jusqu'où elles peuvent aller sans stimuler une consommation effrénée et irresponsable. Vous êtes belle, détendez-vous. Dans 5 minutes, nous allons commencer notre sociodrame. Il a été conçu par la communauté du Conjunto Palmeiras. Il fait partie de l'atelier d'éducation financière. Dans le modèle économique basé sur la croissance, la consommation est vue essentiellement comme le débouché de la production et pas du tout en référence à des besoins humains ou sociaux mis en délibération. Il s'agit de pousser à l'achat à tout prix. Et c'est pour pousser à l'achat à tout prix qu'ont été développés ces deux grands systèmes gigantesques et coûteux que sont d'une part la publicité,
sous toutes ses formes, et d'autre part le crédit à la consommation. E tu foi daqui para Iguatemi comprar o quê? Eu fui comprar uma blusinha na CIA, um perfume importado, uma sandália na Casa Pio, um chocolate na Cacau Show e um sanduíche no Dudas Burger. Mulher, tu foi daqui pro shopping pra comprar isso e sair tudinho, tu comprava aqui mesmo no Conjunto Palmeira. Mas aqui no bairro não tem as marcas que eu gosto. Mulher, como é que tu vai pagar essas coisas de marca? Não vou pagar não, comadre, eu comprei com meu cartão de crédito. Ce n'est pas un choix personnel d'être un consommateur. On exige de nous d'être un consommateur, de participer à l'économie, que ce soit dans le système financier, agricole ou énergétique. Tout est construit autour de la consommation. É muito fácil. Basta a gente perguntar o que estou querendo comprar agora. É uma necessidade ou é um desejo? Vamos priorizar a necessidade e o desejo fica para depois. Como assim? A minha conta de luz, ela é uma necessidade ou é um desejo? Necessidade! E o celular da minha filha com Bluetooth, é uma necessidade ou é um desejo? Desejo! Fica pra depois! E o alisamento de meus cabelos? Necessidade ou é um desejo? Plus ne marche jamais. Plus de nourriture vous rend malade. Plus de biens vous entête. Plus de dettes vous rend instable. L'hypothèse selon laquelle plus équivaut à mieux est tout simplement fausse. Il est temps de se concentrer sur le mieux. Depuis la crise financière de 2008, les monnaies locales ont le vent en poupe. En 2013, on en recensait plus de 2000 à travers le monde. Une trentaine avaient été créées ou étaient en cours de création dans les pays germanophones et une vingtaine en France. À l'instar du palmas, toutes appartiennent à des communautés et sont liées à un territoire géographique strictement limité. Comment expliquez-vous que l'agriculture soit l'objet de débats intenses depuis 30 ou 40 ans, que l'énergie représente un vrai casse-tête depuis déjà plusieurs décennies, mais que l'argent ne faisait pas partie des discussions, alors qu'il sous-tend toutes les autres activités? Notre système monétaire officiel est considéré comme neutre. La plupart des économistes partent de ce principe, alors que nous savons tous ici que ce n'est pas vrai. Si nous continuons à nous accrocher à l'idée d'une monnaie unique, liée à la dette bancaire, nous laissons le pouvoir à un lobby qui n'a rien à voir avec la démocratie et les valeurs que nous défendons. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser du système bancaire, mais je dis qu'il faut se débarrasser du monopole. Jordi Griera, votre objectif, c'est de remplacer en partie l'euro en Catalogne par une monnaie différente, c'est ça? La réponse est oui. La raison est due au manque de liquidité en Catalogne, comme d'ailleurs dans la plupart des pays du sud de l'Europe. Le problème, c'est qu'il y a de la résistance. Les économistes, avec toute leur bonne foi, ne comprennent rien à la multiplicité des monnaies. Comment les convaincre? Je leur dis que le XXe siècle fut celui de la centralisation. La monnaie centrale appartient au passé. Le XXIe siècle, c'est l'ère des monnaies multiples. Nous pensons à 3 niveaux. L'un sera l'euro, la monnaie globale pour échanger avec d'autres pays, une monnaie catalane et aussi une foule de monnaies locales qui auront chacune leur spécificité. L'une des choses intéressantes que nous enseigne l'histoire, c'est que les empires qui ont duré longtemps avaient des monnaies multiples.
Ils avaient des moyens d'échange pour le commerce et la finance internationaux, et d'autres uniquement pour organiser l'économie locale. Pour pouvoir être résilientes, les sociétés ont besoin de monnaie locale. En cas de rupture du système plus large, elles pourront ainsi continuer à acheter des aliments ou à travailler. Traunstein, une petite ville de 20 000 habitants, située au cœur de la Bavière, très précisément dans la région du Chiemgau. En ce jour de mai 2013, Traunstein fête le 10e anniversaire du Chiemgauer, une monnaie locale utilisée uniquement dans le Chiemgau, qui compte 400 000 habitants. À 32 ans, Heike est une utilisatrice convaincue. Elle change régulièrement des euros parce qu'elle sait qu'une partie de la somme sera versée à la crèche parentale où vont ses enfants. Change-moi 100 €. 70, 80, 96 plus 4 font 100 Chiemgauer. Pour toi, Heike. Dépense bien ton argent, ça servira à soutenir ta crèche. C'est bien, non? Oui, je trouve aussi. Quand j'ai adhéré à l'association du Chiemgauer, j'ai sélectionné un projet que je voulais soutenir. Pour moi, c'est la crèche parentale. 3% de mes dépenses en Chiemgauer sont systématiquement reversées à la crèche. En général, les associations sont sous-financées. Ce petit coup de pouce financier est plutôt bienvenu. De plus, c'est une motivation pour utiliser le Chiemgauer comme moyen de paiement. Je trouve ça très bien que le Chiemgauer circule dans la région, car ça permet de soutenir les entreprises locales et de sortir de la grande consommation en se concentrant sur les besoins essentiels. On ne peut pas spéculer avec le Chiemgauer. Non, les billets doivent être utilisés dans un délai de 3 mois. Sinon, il faut les revaloriser pour qu'ils puissent continuer à circuler. Un Chiemgauer perd 2% de sa valeur tous les trimestres. Par exemple, on voit que ce Chiemgauer est valide jusqu'au 1er octobre. Avant le 1er octobre, il faudra donc acheter un timbre de revalorisation équivalent à 2% de sa valeur pour qu'il puisse continuer à circuler. Le Chiemgauer est ce que devrait être une monnaie, à savoir un symbole d'échange et un moyen d'échange, et pas un moyen de gagner de l'argent. Le Chiemgauer est ce que l'on appelle une monnaie fondante. Son but est d'encourager la consommation et l'investissement dans l'économie réelle et de décourager la spéculation qui caractérise aujourd'hui 95% des transactions financières mondiales. Comme le Palmas, le Chiemgauer ne peut être thésaurisé ni emprunté avec un taux d'intérêt. Aujourd'hui, la monnaie bavaroise représente un modèle pour de nombreuses initiatives européennes qui veulent en finir avec les effets pervers du système des taux d'intérêt. Quand les usagers ont trop de Chiemgauer et veulent les épargner, ils peuvent le faire, mais sans taux d'intérêt. Cela nous permet d'accorder des prêts à taux zéro, ce qui évite de mettre les gens sous la pression de la croissance. Avec ce système, à terme, l'économie n'aurait plus besoin de croître. Le problème avec le système monétaire actuel, c'est que si je suis par exemple un chef d'entreprise, eh bien je suis obligé de croître pour rembourser les intérêts de mes emprunts, sinon je ne peux pas survivre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système monétaire où le taux d'intérêt est nul pour que l'économie arrête de croître. Notre système monétaire n'est pas compatible avec un développement soutenable parce qu'il génère des contraintes de croissance en raison du mécanisme des intérêts composés. Concrètement, ce système mécanique permet de multiplier l'argent très facilement. Or, cet argent ouvre le droit à des biens matériels, ce qui crée une pression sur l'économie réelle qui doit suivre avec la production. Ce décalage entre l'économie réelle et l'économie financière ne peut que créer des crises. En 2013, 500 000 Chiemgauer étaient en circulation pour un chiffre d'affaires équivalent à 7 millions d'euros. En 10 ans, plus de 350 000 Chiemgauer ont été versés à 200 associations locales.
L'argent provenait des timbres de revalorisation générés par la fonte de la monnaie, mais aussi de la taxe de 5% payée par les entreprises qui ont changé leur surplus de Chiemgauer en euros. Les 5%, pour moi, c'est un cadeau que je fais à ceux qui utilisent le Chiemgauer. Mais ça ne vous gêne pas de perdre un peu d'argent? Non, car cet argent reste dans notre région. L'association des pompiers, les bandes de musique, tous en profitent. Moi aussi j'en profite, parce que les gens reviennent chez moi pour acheter mes produits. Lieber Gott, wir danken dir für das gute Essen hier. Secrétaire de direction, Heike a pris un congé parental pour élever ses 3 enfants. Son mari, Alexandre, travaille comme ingénieur dans une grande entreprise allemande. Tout ce que vous mangez ce soir a été produit localement? Non, ce n'est pas possible. Mais nous essayons d'acheter local, le plus possible. Nous pouvons manger la saucisse fabriquée tout près d'ici, plutôt que de manger une saucisse qui a été trimballée sur toute la planète. C'est ça que nous voulons soutenir. Nous vivons dans la société du jetable et pour moi il est important de montrer aux enfants qu'il y a d'autres voies possibles et que chacun doit commencer quelque part. Que pensez-vous du système monétaire actuel? Il comprend d'énormes risques parce qu'on n'arrête pas de faire fonctionner la planche à billets et de créer de la dette pour rien de raisonnable ni de durable. Tout est basé sur le court terme. C'est un système explosif, c'est sûr. Nous avons eu une crise il y a 3 ans et je doute que ce ne soit la dernière. Elle peut revenir n'importe quand. Ça va être très dur de reprendre le système en main. Les monnaies locales ou régionales présentent l'avantage qu'elles peuvent stabiliser l'économie. Une économie plus petite, plus modeste et écologiquement plus soutenable, qui est surtout découplée des grands flux globaux de finances et de ressources. Est souverain non pas celui qui a beaucoup d'argent, mais celui qui a peu de besoins. C'est une phrase de Nico Pech. Mais aujourd'hui, le titre est « En marche vers la sobriété ». Nico, je te passe le micro. La personne que je vais rapidement vous décrire ici vit en 2050 à Traunstein, dans une économie post-croissance. Cette personne est un pro-sommateur, plus seulement un consommateur. Un pro-sommateur travaille 20 heures par semaine et gagne un peu d'argent. Avec cet argent, il peut consommer suffisamment, sans stress et surtout, plus de manière infinie. Les 20 heures libérées qui sont désormais à sa disposition, il les utilise pour pratiquer des activités importantes. Premièrement, la production personnelle, par exemple dans son jardin ou à la fabrication d'objets artisanaux. Deuxièmement, l'utilisation partagée de biens comme une voiture, une perceuse ou une caméra digitale. Et troisièmement, la réparation pour prolonger l'utilisation des équipements. Tout ça, ce sont des astuces pour ralentir l'industrie, la mettre en sourdine, sans avoir à renoncer aux performances de l'industrie. C'est ça l'enjeu de la société post-croissance. C'est tout sauf un état sombre, froid, lugubre, avec peu de possibilités. C'est au contraire un état de liberté énorme, avec une énorme capacité de nous réaliser comme êtres humains. Cette société est matériellement légère, moins intensive en termes de gaz à effet de serre et d'énergie. Elle demande moins de biens matériels, parce qu'elle fournit surtout des services plutôt que des objets. Et peut-être encore plus important, par nature, elle est intense en travail. C'est une société où il y a une demande infinie pour les services que chacun rend aux autres. C'est une société où on peut conserver l'emploi, où on délivre de la qualité au niveau local et où on réduit notre impact sur la planète. Nagpamalas tayo nakahangahangang 6.8% GDP growth noong 2012. 今年上半年国内生产总值增长7.6%。 By simply raising women's employment rates to the level of men, GDP would jump significantly.
by 5% in the US, 9% in Japan, 10% in South Africa. Quand on parle de croissance d'une grandeur technique qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Personnellement, je ne lui ferai pas trop de reproches tant qu'on reste dans son domaine technique, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées produites dans une économie. C'est un outil technique utile. En réalité, le problème arrive avec la sacralisation de cet indicateur, lorsqu'on l'assimile à un indicateur de progrès, ce qu'il ne peut pas être. Je crois que le mieux est de prendre l'exemple des États-Unis. Parmi les grands pays du monde, c'est celui dont le produit intérieur brut par habitant est le plus gros. Environ 30% de plus que celui de la France quand même. Or, ce pays détient tous les records du monde développé en matière d'inégalité, de pauvreté, de mauvaise santé, de prévalence de l'obésité, de violence et de délits, de personnes emprisonnées. On est donc là dans le contre-exemple parfait. Le PIB ne mesure que les activités économiques qui ont lieu sur le marché à un moment donné. Le sénateur Robert Kennedy a dit un jour que le PIB mesure tout, sauf ce qui est réellement important pour le bien-être et la société des humains. Bienvenue au Bhoutan, le pays du bonheur national brut. Conçu par Sa Majesté Jigme Wangchuk en 1973, le BNB est considéré comme l'une des alternatives les plus abouties au PIB. Depuis l'avènement de la démocratie parlementaire en 2008, il inspire toute la politique publique du petit royaume. Coincé entre les géants chinois et indiens, le Bhoutan a longtemps vécu replié sur lui-même, loin des turbulences de la modernité et de la croissance. Avec un PIB de 1 milliard d'euros, il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pourtant, il représente aujourd'hui un modèle, celui d'une société post-croissance en marche, qui est à l'origine d'une résolution des Nations Unies approuvée par 67 pays. En 2013, le Bhoutan a remis un rapport à la demande de l'ONU. Intitulé « Le bonheur vers un nouveau paradigme de développement », il a été rédigé avec la collaboration de plus de 60 experts internationaux, dont Tim Jackson, Richard Heinberg ou William Rees. Je pense que c'est l'une des nouvelles les plus optimistes, enthousiasmantes et formidables de l'histoire récente. Un petit pays a compris que le produit intérieur brut n'a rien à voir avec le bien-être humain. Et que si on veut le bonheur des gens, il faut s'attacher à des choses bien plus capitales que la stimulation de notre capacité à consommer. Le petit Bhoutan représente un phare pour le monde. J'espère qu'il nous aidera à sortir du brouillard. Les enfants, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue aux parents et aux enseignants, anciens ou nouveaux. Nous ferons tout notre possible pour éduquer véritablement pour le bonheur national brut. Et même, comme c'est le cas ici à l'ELC, pour le bonheur universel. En 2010, le gouvernement a publié une directive exigeant de tous les établissements scolaires qu'ils introduisent l'enseignement du BNB dans leur programme. L'ELC est aujourd'hui considéré comme une école pilote dont les pratiques inspirent de nombreux enseignants du pays. Quand on nous a confié la mission d'éduquer pour le BNB, nous avons essayé d'établir des connexions entre toutes les activités que nous faisons dans l'école et les 4 piliers du BNB. Les 4 piliers du BNB sont la conservation de la nature, la promotion de la culture, le développement d'une économie soutenable et la bonne gouvernance. Prenons le premier pilier du BNB qui est symbolisé par le tigre. Le Club Nature, par exemple, permet aux enfants de produire leurs propres aliments bio. Ils trouvent ainsi une alternative aux aliments industriels emballés qui polluent l'environnement. C'est comme cela que les enfants établissent des connexions. En 4 ans,
l'ELC a bouleversé son programme d'enseignement. Désormais, il se divise en 2 sections strictement égales, les matières académiques et l'apprentissage des life skills, les compétences liées à la vie quotidienne. Ici, tous les élèves apprennent à cultiver un jardin biologique ou à recycler les plastiques qui sont lavés, découpés, avant de servir de bourre dans des coussins vendus au profit d'un hôpital. Pour l'équipe de Dekishoden, le BNB a entraîné une révolution pédagogique résumée en 2 objectifs clés, le développement de l'autonomie et des capacités de résilience des enfants. Je pense que l'enseignement doit être ancré dans le contexte du monde réel. Il s'agit de comprendre où en est le monde, quels sont les enjeux et quelle place nous occupons dans le cadre plus large des choses. Where do we fit in the bigger scheme of things? You have only done your part really well as a teacher. Pour moi, les enseignants et les adultes ont vraiment joué leur rôle dans la vie des enfants quand ils ont su leur transmettre le pouvoir ou les aptitudes qui leur permettent de devenir des acteurs du changement. Empowered to take a change, to be a change maker. Dans le même temps, nous devons apprendre à nos enfants ce que signifie la résilience, le fait d'être ferme, d'être capable de résister aux tentations et de dire non. Quand on est une personne résiliente, on est capable de surmonter beaucoup d'obstacles dans la vie. Cela nous permet de pouvoir faire face à toutes sortes de forces contraires qui pourraient être la cause de notre malheur. Je pense que c'est une qualité très importante et que nous devons aider les enfants à l'acquérir. De prime abord, ça a l'air un peu simpliste. Éloignons-nous du PIB qui ne marche pas et passons au bonheur national brut qui tombe sous le sens. Tout le monde veut être heureux. Mais en fait, c'est très profond car cela implique une refonte complète des systèmes de base de la société. En 2009, le roi du Bhoutan a créé la commission du bonheur national brut, rattachée au Premier ministre. Sa mission est d'identifier les priorités en matière de développement et de vérifier que les différents projets ministériels sont conformes aux 4 piliers du BNB, répartis en 9 domaines. Le bien-être psychologique, la santé, l'éducation, l'utilisation du temps, la diversité culturelle, la bonne gouvernance, la vitalité des communautés, la diversité écologique et le standard de vie. Censés couvrir les besoins matériels et non matériels de la population, ces 9 domaines constituent l'indice du BNB qui va bien au-delà du seul PIB. Il faut prendre clairement le PIB pour ce qu'il est. C'est juste un moyen de mesurer l'activité économique. C'est pourquoi il faut lui ajouter d'autres outils qui permettent de mesurer réellement le progrès ou la durabilité. Le PIB ne permet pas de mesurer la durabilité. Il ne le pourra jamais. Le produit intérieur brut nous trompe parce qu'il ne joue en aucune manière le rôle d'alerte. On aimerait que l'augmentation de ce PIB nous dise en même temps quelque chose sur les patrimoines auxquels on tient, sur ce à quoi nous tenons. Or, à quoi tenons-nous? De quoi avons-nous besoin pour vivre? Nous avons besoin d'un patrimoine naturel en bon état et nous avons besoin d'une cohésion sociale qui va bien, d'une bonne santé sociale. Nous pouvons avoir un gros PIB et un patrimoine naturel et une cohésion sociale qui vont très mal. Donc, le PIB ne joue en aucune manière le rôle d'un indicateur d'alerte qui sonnerait, qui nous dirait « Attention, vous êtes en train de dépasser des seuils critiques ». Les choix que nous faisons sont influencés par le cadre que nous utilisons. Si pour prendre les décisions, on n'utilise qu'un cadre économique, le choix qu'on fait peut être très bon d'un point de vue économique, mais en revanche, il peut être très mauvais d'un point de vue social ou environnemental. Comme le cadre qu'on utilise n'est pas global, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble et au final, on risque de prendre une décision qui aura de nombreux effets négatifs imprévus. L'indice du BNB a inspiré plusieurs décisions importantes du Bhoutan, comme l'interdiction de la publicité. Décidée par le roi, elle a été confirmée au nom de la protection de l'environnement. Dans l'agriculture, qui emploie 70% de la population, le gouvernement a lancé la transition pour devenir le premier pays du monde 100% bio à l'horizon de 2020. De même, il s'est engagé à maintenir au minimum une empreinte carbone neutre.
Il s'appuie sur la Constitution qui exige que 60% du territoire national soit recouvert de forêts. En conséquence, l'abattage des arbres et l'exploitation minière sont strictement réglementés. Enfin, dans le domaine du tourisme, le gouvernement mène une politique très restrictive, dite de haute valeur ajoutée et faible impact. Les taxes payées par les touristes servent à financer la santé et l'éducation, gratuites pour tous. Nous pouvons nous tourner vers un meilleur mode de vie dans ce monde, simplement en mettant de côté et en reléguant dans le passé tout ce que nous possédons, afin de nous ouvrir au futur. Nous avons des visionnaires qui sont en train d'esquisser les scénarios du possible et nous devons les écouter. I'm learning in this school that even as young as I am at the current age, I can help the world become a better place to live in. We think that we have all the trees in the world and all the oxygen in the world, but we don't. We have a limited supply, and we need to step up so that we use all of it and take away all the beauty of the world. Actually, you can only obtain true happiness if you can achieve universal happiness. So it's like not always me, me, me. It's like a whole community, society, all together. When all of them, if they are happy, then only it's true happiness. For me, happiness is sharing with everyone, making everybody happy, and making sure that no one's left out or behind. And everybody say, I Tout le monde dit « je peux ». Vous pouvez tous devenir des solutionneurs de problèmes. Et quand vous serez adulte, vous serez de formidables citoyens du monde. Okay, 1, 2, 3.